avec nous Mélissa Larivière, maman de jumelles, diététiste nutritionniste avec une expertise en pédiatrie et fondatrice de J'aime Love Nutrition. Bonjour, bonjour Mélissa. Bonjour, bonjour. Mélissa, je suis contente que tu sois ici aujourd'hui avec nous parce que je me souviens que durant ma grossesse, je voyais passer la nutrition puis je me suis dit, ben oui, mais c'est dans longtemps, tu sais, je vais m'informer quand le temps viendra. Puis, le temps est venu. Oui, le temps est arrivé. Est arrivé et je ne me suis pas informée et je n'avais pas le temps de m'informer, donc j'ai fait ça un peu à droite et à gauche, un peu mélangé. Donc, de là l'importance de s'informer quand on a du temps. Ouais. Ce qui m'amène à mon prochain point. Donc, tu vas nous offrir un atelier édition spéciale jumeaux. Donc, c'est un atelier que j'offre depuis quelques années déjà, là, pour, en fait, là, on s'entend, là, je faisais pas non plus de discrimination. Il y avait des parents de jumeaux, il y avait des parents de bébés solo, mais c'est sûr qu'on était, on est dans les bases, là, pour que vous ayez toute l'information disponible pour vous permettre, justement, de bien nourrir bébé, mais surtout, en fait, de vous préparer, vous, comme parents, à vivre cette étape-là de façon le moins stressant possible, le plus zen possible. C'est vraiment mon objectif avec l'atelier. Et on a décidé, en fait, de l'adapter. Donc, il va y avoir vraiment là, s'adapter à la réalité quand on a 2 ou 3 bébés. Il va y avoir des petits trucs aussi techniques maman pieuvre qui vont être donnés et ajoutés à l'atelier là pour plein de petites choses que quand on en a 2, c'est pas toujours la même réalité. 2 et 3, en fait, là, c'est pas toujours la même réalité qu'avec un seul bébé. Et hier, moi-même, là, mes filles sont rendues grandes, ils ont 9 ans, mais j'ai vécu toutes ces étapes-là. Donc, je me souviens très bien que souvent, on entend des choses, puis je faisais « Ouais, mais tu sais, sinon, ça marche pas. » Puis à un moment donné, tu fais « Je m'obstinerai pas avec ces gens-là, mais moi, c'est pas comment moi j'ai envie de le vivre. » Donc, c'est important, justement, que vous trouviez votre formule, mais en même temps, vous allez réaliser que les bébés vont souvent vous amener à devoir vous adapter. On a les 2 bébés. Donc, c'est important aussi. Moi, je présente, on va en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais moi, je présente les 2 approches parce que je parle vraiment du développement, en fait, puis de l'introduction des aliments complémentaires, l'introduction des aliments solides, peu importe la méthode que vous allez utiliser, parce que ça se peut qu'avec un bébé, il y a une méthode qui soit plus adaptée, mais que l'autre, ce sera pas ça du tout, et vous n'avez pas à choisir entre les 2. Parce qu'on peut faire un peu des 2 et s'adapter justement avec les bébés. Donc, c'est pour ça que moi, mon atelier, il parle des 2, mais il parle vraiment des fondements. Pourquoi est-ce qu'on commence à donner à manger à un bébé à 6 mois? Est-ce que c'est juste pour le plaisir de le voir manger? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est quoi les signes que le bébé va être prêt à manger aussi? C'est vraiment toutes des choses qu'on va voir pendant l'atelier et qui vont, comme je vous disais, vous permettre de vous informer. Et il n'est jamais trop tôt pour vous informer parce que, comme tu as dit, on a l'impression souvent que, tu sais, on a tellement de choses à faire pour se préparer quand les bébés s'en viennent que, hey, l'intro des solides, là, non, ça, c'est pas pour tout, je peux attendre encore un peu. Mais oui, vous allez peut-être pouvoir attendre, mais en même temps, il faut que vous planifiez quand est-ce que je vais le faire, c'est quand est-ce que je vais m'informer pour ça, sans nécessairement suivre un atelier où vous informez 6, 8, 12 mois d'avance. Là. Ouais. Mais ce qui est bien avec les ateliers en ligne, on est plusieurs collègues qui en offrent. On est 2 seulement, par contre, là, qui a le côté, qui a l'approche mixte. Là. Beaucoup de mes collègues sont dans la DME puis ont plein d'outils super le fun. On est 2, en fait, là, qui donnent plus l'approche mixte. Puis comme je vous disais, celui vraiment exclusif aux mamans de jumeaux et de triplés, ben c'est vraiment avec Maman Pieuvre là, que moi je vais l'offrir. Et en les ayant d'avance, vous voyez les dates. Donc, des fois, vous pouvez juste planifier. OK, là, les bébés vont avoir tel âge. Il y en a un qui va être offert cette date-là. OK, ben moi, je vais faire lui. Parce que si vous attendez dernière minute, des fois, ben là, vous allez faire là, j'ai passé le dernier, puis là, l'autre, il va être trop tard. Donc, juste de planifier. Cette planification-là, là, puis c'est pas trop tôt pour elle va vous enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Puis là, explique-moi un peu pourquoi que ça s'appelle l'introduction au solide. Oui. En fait, l'introduction au solide, c'est parce que depuis sa naissance, les bébés ont été nourris uniquement et exclusivement avec du lait. Donc, c'est vraiment recommandé de nourrir les enfants jusqu'à 6 mois, idéalement, pas idéalement, en fait, là, soit par allaitement et ou la formule pour nourrisson. Et on veut qu'à partir de 6 mois,
on commence à introduire, oui, on dit aliments solides parce qu'il y a une autre texture que le liquide du lait, mais on va aussi appeler cette étape-là l'introduction des aliments complémentaires. Ils viennent compléter l'alimentation de bébé qui, depuis sa naissance, était uniquement du lait. Donc là, ce qu'on veut justement, c'est que amener l'autre niveau, il faut que je commence à lui présenter des aliments pour pouvoir lui permettre de développer ses compétences de mangeur et devenir un mangeur de plus en plus compétent et autonome. Tu parles d'autonomie, là. Puis, pourquoi est-ce que c'est important d'emmener un enfant autonome? Pourquoi est-ce qu'on parle d'autonomie à long terme? Là? Quels sont les... En fait, parce que je le répète souvent, là, puis peu importe l'âge des enfants, quand je travaille avec les familles, avec les parents, votre job de parent, c'est d'élever un mangeur compétent et autonome. Okay. Votre job, puis c'est à tous les niveaux de sa vie. Là. Moi, là, oui, je suis dans l'alimentation, mais pourquoi est-ce que j'apprends à mon enfant à marcher? Ben, vous pourriez le traîner sur votre dos jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, là, c'est votre... mais à 2, là, mais c'est la même chose, parce qu'à un moment donné, il faut que je lui apprenne à avoir ces compétences-là. Puis aussi parce que l'alimentation, ben c'est un besoin plus que de base. Là. C'est vraiment... il faut qu'on apprenne. Ils peuvent pas être dépendants de vous toute votre vie. Là. Il faut qu'ils apprennent à se nourrir. Il faut qu'ils développent ces compétences-là parce que si j'attends trop, c'est des enfants qui peuvent avoir justement... ils vont avoir des problèmes de développement à long terme. Ils peuvent avoir et développer des carences nutritionnelles aussi parce qu'à un moment donné, le lait ne pourra pas couvrir tous les besoins que l'enfant va avoir, mais ça va au-delà du principe de l'alimentation parce que le fait d'apprendre à manger, tranquillement, l'enfant apprend aussi à développer sa communication, va apprendre à développer son autonomie aussi dans à réguler ses apports. Donc, et il va apprendre à manipuler les aliments, il va apprendre, je veux le rendre autonome. Donc, c'est le même principe, je le compare souvent à toutes les autres phases de développement d'un enfant. Je mets mon enfant sur le ventre pour que tranquillement, il développe ses muscles, qu'il soit capable de, même chose quand on lui apprend à marcher, tranquillement, je veux lui apprendre à marcher pour qu'éventuellement, il apprenne par lui-même. L'alimentation, c'est la même chose. Puis c'est pour ça on utilise le terme alimentation quand on parle de DME, l'alimentation autonome du nourrisson, parce que votre objectif, c'est de rendre votre enfant autonome. Mais j'aimerais rassurer les parents, vous avez quand même différentes compétences que votre enfant va acquérir tout au long de sa vie. Et il y a jusqu'à 18 ans jusqu'à ce qu'il soit, pour acquérir et venir affiner chacune de ces compétences-là. Donc, quand on a des compétences qui sont innées, le désir de manger, le fait de réguler nos apports aussi par rapport à notre faim, notre appétit, notre satisfaction. Et aussi, on a la capacité de grandir d'après ce que la nature a déterminé pour nous. Donc, nous, comme parents, notre job, c'est de s'assurer que nos enfants vont préserver ces compétences-là. Et à partir du moment où je vais commencer à les nourrir, donc dès les premiers boires, je vais aussi leur apprendre à développer et à acquérir d'autres compétences. Il y en a 16 au total des compétences. Et nous, en fait, moi, mon travail comme nutritionniste, c'est pas de m'assurer que votre enfant, il mange tout ce qui est supposé. Oui, là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de carence, là. Mais moi, c'est surtout de m'assurer que vous avez les outils pour enseigner ces compétences-là à vos enfants pour que vous lâchez prise un petit peu sur le contrôle puis qu'on essaie de passer ça. Mais comme je dis, selon l'étape de la vie, les compétences ne seront pas les mêmes. Mais c'est ça vraiment qu'on veut amener parce qu'on le voit avec les études et avec le temps qu'un enfant qui va être compétent devient un enfant qui mange plus varié, un enfant qui va avoir une courbe de croissance aussi qui va être plus harmonieuse. Il y a moins de... c'est un enfant qui va développer une relation saine avec l'alimentation, avec son image corporelle aussi. C'est un enfant et un adulte aussi qui va avoir des saines habitudes alimentaires et des saines habitudes de vie. Donc, au-delà de qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette d'un enfant, d'un bébé, on va travailler beaucoup sur le comment. Et c'est là, moi, souvent, que je dis aux parents, c'est là-dessus, moi, que je veux vous outiller. Je veux que vous sachiez comment le faire. Le quoi, là, des fois, c'est l'enfant qui va le déterminer, puis votre enfant, il n'est pas mieux ou moins bon selon les particularités ou les défis que vous allez vivre. Mais vous, est-ce que vous avez tous les outils pour pouvoir amener votre enfant un petit peu plus loin selon, justement, les défis qu'il va vivre au travers de l'alimentation? Bien, on veut vous donner confiance dans ces compétences-là. C'est exactement ce que je fais avec mes ateliers puis ce que je fais en consultation également.
Pour revenir à l'autonomie, je trouve ça important parce qu'on vit quand même dans un monde qui est très physique, encore une fois aujourd'hui, puis qui peut parfois, ça soit pas sain, là, qu'est-ce qu'on, les diètes, puis les ci, puis les ça, puis de savoir que ça commence tout jeune, puis qu'on oui. offrir des saines habitudes de nutritionnelles, puis un environnement simple. Tu as parlé de sans pression, tant pour l'enfant que pour nous. l'adulte. J'aime ça, on aime ça entendre ça. On aime ça. Là, revenons un petit peu. Donc, si tu me permets, j'aimerais qu'on se lance tout de suite là, dans les questions qu'on a reçues, que l'équipe s'est posée, qu'on entend souvent à droite et à gauche. On dit parfois qu'en mettant des céréales dans le lait du bébé, donc là, on parle de peut-être un bébé là, en dessous de 6 mois, là, quand il n'est pas supposé demander, pas supposé, c'est là-bas, c'est moi la première. On entend de mettre du lait. Puis moi, je l'ai quand même souvent entendu, là. Puis, tu sais, je viens d'accoucher il y a quelques années à peine, là. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas l'idéal ou qu'est-ce que tu en penses de mettre cette recommandation-là. Ouais. En fait, la recommandation vient en fait de notre culture et de la tradition aussi. Là, faut comprendre que, comme je vous disais, tout dépendant de qui ça va venir. Là, des fois, ça peut venir d'une connaissance, ça peut venir d'une grande-tante, ça peut venir d'un médecin aussi. Il faut comprendre de un qu'il n'est pas recommandé de donner des aliments solides, donc des céréales à un bébé avant 4 mois. OK? Sauf pour certaines particularités bien précises, on n'offrira jamais, et je le répète, des céréales dans un biberon, premièrement. Là. Par contre, il y a parfois chez les bébés reflux, où on peut avoir justement, on peut donner l'option de dire, ben vous pourriez essayer d'introduire les céréales. La raison étant que un bébé reflux, physiologiquement parlant, le petit clapet, il n'est pas bien fermé. Donc, votre bébé, il est pas... je veux dire, la grande majorité des enfants, des bébés vont vivre des épisodes de reflux. La problématique, c'est quand bébé est nourri uniquement avec du lait, c'est liquide. Le clapet est pas bien fermé, puis il se nourrit juste de ça. C'est sûr qu'il y a des chances que ça va remonter. Puis là, quand ça remonte, ben, c'est très inconfortable. Donc, c'est ce qui rend le bébé plus irritable. Mais souvent, c'est, comme je vous dis, par moment. Quand la recommandation de dire, ben vous pouvez essayer d'introduire les céréales, c'est qu'en ajoutant une certaine épaisseur, puis des fois, on va aussi ajouter des épaississants dans le lait, là, mais ça, c'est toujours fait avec une nutritionniste ou votre médecin. Là. Vous ne faites pas ça tout seul à la maison. Oui, on peut le recommander. Par contre, moi, je le dis toujours à mes parents, ça ne va pas enlever le reflux. Le clapet ne va pas venir se fermer parce que vous venez de donner des céréales à bébé. Ce que ça va faire, c'est juste que le volume de vomissement va être un petit peu, puis je dis bien peu, être un petit peu moins grand. Donc, il peut faire partie, en fait, du plan de traitement, mais ce sera pas... faut s'assurer, comme je vous dis, que c'est bien fait, puis que c'est pas uniquement ben, c'est ça. Faut s'assurer que c'est bien fait. L'autre point, puis on en avait discuté aussi avant le live, c'est souvent le gros mythe qui perdure que un bébé qui arrête de faire ses nuits, ben donne-lui des céréales et il va se remettre à faire ses nuits. Non. Si votre bébé n'est pas prêt à manger, ça risque même de lui empêcher peut-être de faire ses nuits parce que ses intestins, son système digestif n'est pas prêt à accueillir autre chose que du lait avant ces 4 mois. Donc, c'est pour ça que l'âge, là, on est vraiment dans le 4 à 6. Mais moi, j'explique toujours aux parents, il n'y a rien qui presse, puis d'autant plus des parents de jumeaux et de triplés. Quand vous allez embarquer dans la période d'introduction des solides, c'est comme une autre étape. Là, il faut que je sois prêt. Laissez-vous le temps. Là. Il n'y a pas de presse à ce que vous offriez. Puis même, comme je vous dis, un bébé reflux, où des fois, on va dire, ben, vous pourriez commencer. Bien entendu, si le bébé est prêt, ce ne sera pas des grosses quantités de céréales qu'on ajoute. Là. Mais un bébé qui se met à arrêter de faire ses nuits, par exemple, même si vous lui donnez ses céréales, là, ça ne changera absolument rien sur son niveau de faim parce que jusqu'à l'âge de 9 mois, là, c'est encore 80% de ses besoins caloriques qui sont couverts avec le lait. Donc, de dire, je vais venir ajouter des céréales, il va avoir moins faim, non.
Ça fait pas partie des signes qu'un bébé est prêt à manger nécessairement. Donc ça, faut jamais uniquement décider d'offrir les céréales parce que tout d'un coup, mon bébé se met à arrêter de faire ses nuits. Souvent, c'est autre chose. Puis je pense que vous l'avez vu dans votre live sur le sommeil, justement, là. Mais moi, je vous le répète, là, nutritivement parlant, le fait de c'est pas un bébé qui se réveille, c'est pas parce qu'il a faim. Peut-être que s'il reste éveillé trop longtemps, là, la faim peut s'installer et il va avoir besoin d'être nourri pour pouvoir se rendormir. Mais la faim va rarement les réveiller d'une certaine façon. Là. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas une raison pour laquelle je débuterais les aliments solides parce que tout d'un coup, les bébés se mettent à moins bien dormir. Là. OK, parfait. On a une question ici. Donc, si on a des céréales dans nos recettes DME, est-ce Oui. Je ne sais pas si c'est suffisant ici, Caroline, tu veux dire en niveau fer ou probablement. Ben, c'est sûr que, oui, j'imagine que c'est le but de la question. En fait, c'est que dans les premiers aliments qu'on veut offrir à bébé, on veut offrir les aliments riches en fer. Donc, si on pense à aliments riches en fer, on va penser, tout ce qui est viande, les œufs, les légumineuses, le tofu, mais les céréales pour bébé peuvent souvent être une bonne façon aussi, parce qu'on s'entend qu'un bébé puré qui va commencer à manger souvent, c'est via les céréales. Pour le côté acceptation aussi, souvent, je peux commencer en donnant de la viande à mon enfant ou en lui donnant des œufs. Puis s'il aime ça, puis il est intéressé, tant mieux. Mais si on réalise qu'il l'est peut-être moins, bien, plus vous allez avoir d'options. Mais dans la DME, souvent, les céréales vont être utilisées, oui, à même les recettes. Et oui, c'est suffisant. Là, ça reste un aliment qui fait partie de la liste des aliments qui sont riches en fer. Bon, puis ça m'est arrivé. La prochaine question là, qu'on a reçue, là, ça m'est vraiment arrivé. Puis, je savais comme pas quoi faire. Donc, la question est, j'ai l'impression que mon bébé mangeait beaucoup, puis là, hop, à 1 an, son appétit a diminué. Ouais. Ben en fait, là, la période 0-12 mois et l'adolescence sont les 2 périodes dans la vie d'un être humain où la croissance est à vitesse grand V. Donc, un enfant, quand il arrive, dans le fond, vous allez voir souvent là qu'au niveau de l'appétit du bébé, on voit un peu des fois un déclic, là, s'il y en a qui mangent peut-être un petit peu moins. Dans le 9 à 12 mois, ils se mettent à manger quand même beaucoup, sont intéressés. Puis là, on voit que les portions, parce que vous voyez, ça augmente. Puis là, on a l'impression que ça va toujours continuer d'augmenter. Non. À partir de 12 mois, ça va se stabiliser. Dans le 12 à 18 mois, ça se stabilise, cette étape-là, où là, les besoins redeviennent, la croissance, ils continuent de grandir, mais la croissance est plus, tu sais, on parle là, si on fait juste un comparatif de poids, puis là encore là, c'est sûr qu'avec les bébés, des fois prématurés, c'est peut-être pas tout à fait le même statistique, mais le bébé va à peu près tripler de poids dans la première année, tandis que entre 1 an, 2 ans, 3 ans, là, ce rythme-là va ralentir beaucoup. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on souhaite. Et il faut aussi s'attendre que dans la période près du 24 mois, donc habituellement, c'est entre 2 à 10 ans. Donc, chaque enfant peut la vivre à différents niveaux, mais vous allez arriver à une étape qu'on appelle la néophobie alimentaire. Puis, il y a des enfants que je voudrais que ça passe un peu comme dans du beurre puis que vous en rendrez pas nécessairement compte. Puis, il y en a d'autres que ça peut être beaucoup plus intense, c'est-à-dire la néophobie alimentaire, c'est la peur des nouveaux aliments, des nouvelles textures, ils deviennent plus méfiants. C'est comme si au début, là, ils sont un peu nonchalants, puis oh, c'est le fun, puis on mange. Mais là, tout d'un coup, à un moment donné, ils font hey, attends un peu, là, ça, je connais. Ils réalisent un petit peu plus puis ça fait partie de tout le développement. Vous allez voir aussi que dans les interactions avec les gens, dans toute leur façon d'interagir, ils sont en train de développer leur identité. Et cette identité-là va se développer aussi à travers leur choix alimentaire. Donc, il y a ça aussi. De un, la croissance va ralentir. Puis là, tout d'un coup, ils peuvent commencer à être un petit peu plus, comme je vous disais, réticents, un petit peu plus, tu sais, puis là, on fait, ben voyons, ça, ils en mangeaient, là, ils veulent plus en manger, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est une phase, moi, c'est toujours, j'aime beaucoup de normaliser les choses avec mes parents parce que je leur dis ça, c'est normal que ça arrive. Premièrement, là, vous avez rien fait de pas correct, là. C'est juste tout à fait normal. Quand j'expliquais que moi, j'aime beaucoup aussi expliquer aux parents qu'est-ce qui se passe. Ce que je viens de vous expliquer, il y a un ralentissement dans la croissance, puis au niveau psychologique, développement de l'enfant, il va aussi y avoir, dans ses choix alimentaires, il va devenir un petit peu plus... il va apprendre à faire, en fait, là, ses propres choix, puis vraiment venir affiner aussi ses préférences, puis ce qu'il aime un petit peu moins. Si, comme parent, je me mets justement à essayer de prendre du contrôle dans cette phase-là, là, vous risquez de...
C'est dur de prendre le contrôle. C'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça que nous, en consultation, je dis nous parce que mes collègues spécialisés aussi avec l'expertise en pédiatrie, on a pas mal toute la même approche qu'on appelle le principe du partage des responsabilités. Et le partage des responsabilités, c'est-à-dire qu'il y a 6 responsabilités dans l'alimentation. Il y a le quoi, il y a le quand, il y a le où, il y a le comment. Ça, c'est la responsabilité du parent. Le si et le combien, c'est la responsabilité de l'enfant. Si il mange, quel aliment aussi il va manger, quel aliment même il va goûter et les quantités qu'il va manger. À partir du moment où on explique bien c'est quoi le rôle de chacun et faites-vous confiance chacun. Vous faites confiance à votre enfant va apprendre à vous faire confiance et c'est là-dedans que vous allez réussir à développer une relation saine avec tous les aliments, mais aussi à développer et à élever des petits mangeurs compétents, des petits mangeurs autonomes, puis des petits mangeurs qui ont du plaisir à table. Parce que c'est ça qu'il faut remettre, c'est ça qu'il faut mettre à table, le plaisir, la positivité. Il faut que ce soit un moment agréable. À partir du moment où le parent se met à prendre le contrôle, c'est là que tranquillement, autant de parents que l'enfant se met à perdre son plaisir de manger et que là, tranquillement, je peux venir nuire à certains développements au niveau des autres compétences parce que je ne lui laisse pas l'opportunité. Et nous, on le dit, on le sait que c'est extrêmement difficile pour les parents de lâcher prise là-dessus. Parce qu'on n'a pas, mais non, mais là, si je le laisse faire, mais ça se peut qu'il va faire ça, mais vous allez voir et vous allez rester surpris à quel point que finalement, non, votre enfant, il a les capacités de se réguler. Vous pouvez lui faire confiance. Puis dans le quoi, là, c'est le parent qui reste responsable de quel aliment il va être offert à l'enfant. Mais il n'y a pas de... ben là, il faut qu'il mange, donne-lui pas son yogourt tout de suite, là, sinon il ne voudra pas manger ses légumes. Ouais. Non, donne-lui dans l'ordre qu'il veut. Puis je veux dire, à partir du moment où on essaie de mettre le moins de règles, le moins de... mieux ça va se passer. Mais c'est vous qui êtes responsable du quoi quand même. Mais encore là, dans le quoi, des fois, il y a certains moments où on revoit le quoi avec certains parents quand les enfants deviennent un petit peu plus vieux, là, pas dans le 0-12 mois, là, mais on va revoir le quoi parce qu'on va dire là, actuellement, là, votre enfant, il lui manque quelque chose dans son quoi. Là, il réclame certaines choses, puis là, c'est là qu'on peut voir certains comportements au niveau de l'alimentation, des enfants qui vont se mettre à manger en cachette, des enfants qui vont se mettre à manger de façon compulsive quand on leur offre un morceau de gâteau, par exemple, ou des aliments qu'ils aiment, mais qui ne sont pas exposés assez régulièrement. Vos enfants, quand ils naissent, c'est des pages blanches. Eux, là, ils n'ont aucune croyance au niveau de l'alimentation. Pour eux, il n'y a aucune hiérarchie envers il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas un aliment qui est mieux qu'un autre. Puis oui, les aliments sucrés, là, c'est un goût inné que tout être humain a. Par contre, à partir du moment où je n'ajoute pas le côté conditionnel, le côté interdiction, le côté c'est pas bon, fais pas ça, touche pas, qu'est-ce qu'ils font les enfants quand on leur dit touche pas, fais pas ça? Ils vont le faire. À partir du moment où tu dis, on s'entend, là, je ne laisse pas se mettre les doigts dans la prise, là, mais à partir du moment où, de façon sécuritaire, je le laisse explorer, c'est comme ça qu'il sait que je lui fais confiance. Puis lui, ben, il apprend à se faire confiance aussi, puis il va développer ses propres régulations, puis ses propres préférences. Mais c'est pas vrai qu'un enfant va se nourrir uniquement que de biscuits si je lui offre des biscuits dans un repas. Non, il va vouloir aussi diversifier. Mais comme je vous dis, si l'environnement dans lequel les biscuits sont offerts est toujours très rigide, c'est ça qu'on essaie. Mais souvent, c'est comme parents, il va falloir d'abord nous revoir notre propre relation avec la nourriture, notre propre relation avec notre corps aussi. Parce que, comme je vous disais, ça va venir moduler celle de nos enfants. Mais une autre des raisons pour laquelle moi, j'ai complètement fait un virage à 160 dans la clientèle avec laquelle je travaille, qui auparavant était vraiment adulte, perte de poids, prévention de certaines maladies. Maintenant, je suis revenue avec l'enfant. Puis, pour moi, la période, justement, quand ils sont petits, je vais travailler avec les parents aussi, ça, puis de leur dire, ben, votre propre relation, est-ce que vous avez envie, justement, des fois, de transmettre ça, puis qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, puis qu'est-ce que vous avez envie que votre enfant... Non, j'ai pas envie que mon enfant vive aussi avec ce combat-là, des fois, interne. Donc, ben parfait, nous, on est là pour vous outiller, pour vous permettre qu'au travers de vos enfants, vous-même, vous allez pouvoir aussi venir, des fois... vous réconforter avec votre relation avec la nourriture. Puis souvent, c'est une belle étape quand on est nouveau parent, mais quand on est parent, parce que là, on voit à quel point ça peut justement être nocif, puis à quel point
c'est des petits modèles pour vous, ces enfants-là, quand je vous disais qu'ils vont vous montrer que vous pouvez leur donner du chocolat, puis ils vont arrêter de manger, puis il va rester juste la tête de la poule, vous allez dire, ben oui, elle en avait assez, elle a arrêté de la manger. Donc, c'est là qu'on fait, ben sais-tu, c'est possible. C'est vrai que ça marche. Oui, puis faut tellement se parler. Tu sais, moi, je me souviens que, tu sais, des fois, je leur offre un repas sain. Puis là, ils ont pas mangé la viande. Puis là, je me dis, non, ils ont pas mangé la viande. Là, elle veut manger les fruits. Mais là, elle me dit qu'elle est toute finie. Elle me dit, all done. Ouais. Mais là, ça a juste mangé les fruits. Elle va avoir faim. Est-ce que j'aurais quelque chose d'autre? Non, il y a, vous pas quelque chose d'autre. Donc, faut se parler. Puis je comprends que c'est pas facile, mais de là, de bien s'outiller. Donc, oui. De bien s'outiller, puis dans le quoi, là, tu sais, l'exemple que tu donnes aussi, c'est que on va souvent dire aux parents, pour moi, un repas équilibré, un repas varié va contenir au moins 4 à 5 aliments différents, sinon plus. Donc, oui, elle a pas mangé sa viande, mais elle a mangé ses fruits, elle a mangé un peu de ses pâtes, elle a mangé un peu de yogourt en dessert, puis en plus, elle avait mangé ses carottes. Parfait. Plus vous allez avoir de variété, même si c'est un petit peu de chaque affaire, c'est comme ça que je réussis justement à aller chercher un tout. Donc, on est vraiment dans la globalité, dans la variété, beaucoup plus que dans « Ah, mais là, elle a pas mangé sa viande, mais là, je peux pas lui donner son yogourt. » Puis là, tu sais, à un moment donné, que c'est tout, ça prend, il y a comme des conditions à chaque chose. Même si elle a pas mangé sa viande, elle est allée chercher les aliments nutritifs que la viande contenait dans les autres aliments qui sont offerts aussi au repas. Donc, dans votre job de parent et dans la job du quoi, c'est-à-dire, je vais offrir différentes choses. Puis des fois, vous allez offrir la viande au départ parce que c'est ça qui était prévu puis c'était ça le repas. Puis l'enfant, ben, est pas intéressé par la viande. Puis là, OK, on va passer puis je vais y offrir ses fruits puis son yogourt comme d'habitude. Puis des fois, vous allez être surpris, vous allez réoffrir la viande, puis tout d'un coup, ils vont en manger 2-3 petits morceaux. Donc, c'est pour ça que c'est important, justement, des fois, quand je vous disais, d'apprendre à faire confiance aussi, mais pas de prendre pour acquis. Ah, ben là, il n'en a pas voulu, il n'en mangera pas. Ben, réessayez-vous. Il faut que ça se passe dans le positif. Il n'y a pas de pression. Je le force pas à manger. Ben, je vais me réessayer. Il ne voulait pas tantôt, mais peut-être que là, il voudrait l'avoir. Puis des fois, oui. Des fois, non. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis tu sais, tu parlais justement avec le langage des signes. Si votre enfant vous dit « hold on », là, ben c'est fini. Ils ont plus faim, puis eux, ils savent. Vous le savez pas. Contrairement, mais non, mais elle ne sait pas, elle va avoir faim. Mais si elle a faim, elle va vous le dire. Puis éventuellement, là, quand je vous parlais du camp dans le partage des responsabilités, on va aussi venir établir. Et là, ça, c'est à partir du 12 mois et plus, là, que tranquillement, on veut les mettre aussi dans un horaire qui va être régulier là, au niveau des apports alimentaires. Puis c'est comme ça qu'on vient sécuriser l'enfant là, qu'il sait qu'il va être nourri à une fréquence régulière. Donc, s'il vous dit « moi, j'en ai assez », ils savent qu'ils sont capables de tenir. Puis ils vont... oui, exactement, ils vont toffer. Il faut leur faire confiance, peu importe l'âge qu'ils ont. Parfait. On a une question, puis en fait, c'est une de nos questions qu'on avait sur notre liste déjà. Donc, si mes filles sont intolérantes au lactose depuis la naissance, quand dois-je commencer à l'introduire dans l'alimentation? En fait, là, il faut toujours voir l'intolérance au lactose versus l'intolérance aux protéines bovines, parce que je vous dirais que l'intolérance au lactose chez les bébés est extrêmement rare. Donc, si vous avez eu le diagnostic puis qu'on le sait, là, mais souvent, c'est l'intolérance aux protéines bovines. Donc, elle va se faire, l'introduction va se faire habituellement en accord avec votre médecin, tout dépendant là, le degré aussi qu'on va avoir. Puis souvent, c'est à partir de 12 mois, des fois un petit peu avant, là. Mais ça, je vous recommande fortement que quand vient le temps d'introduire ces aliments-là, vous le faites justement accompagné d'une nutritionniste ou, comme je vous disais, là, avec votre médecin, tout dépendant de la compétence de votre médecin. Là. Il y a certains médecins qui devraient vous référer. Mais c'est juste que quand on va faire l'intro des solides, en fait, là, si on parle d'un sans lactose ou sans protéines bovines, ben on fait l'intro de la même façon, mais on va offrir les aliments qu'on sait qui sont sans protéines bovines ou sans lactose. Donc, si je prends du sans lactose, il y a du yogourt sans lactose, il y a des fromages sans lactose, il y a des il y a du lait sans lactose. Donc, ça, c'est pas difficile du tout. Quand on est dans le sans protéines bovines, c'est surtout qu'on veut venir s'assurer parce que des fois, on a le bon lait. Avec bébé. Si nous, comme maman, on fait le régime d'éviction, c'est simple. Les aliments que vous mangez, c'est les aliments que vous allez présenter à bébé. Et entre 10 à 12 mois, tranquillement, là, on peut tenter la réintroduction, comme je vous disais, là, accompagné du bon professionnel de la santé. Et sur le site de Maman Pieuvre, on a le e-book de mes collègues des nutritionnistes en pédiatrie pour les mamans qui ont dû suivre le régime, mais comme je vous disais, même pour les bébés, si vous aviez votre lait, vous savez, hypoallergène, tout est beau, mais là, il faut que je commence, quel aliment j'y donne. Ce livre-là, c'est un bijou parce que vous avez tout
ils vous disent tout quoi faire. Vous avez, tu sais, votre tête, là, vous n'avez pas rien à penser. C'est tout écrit, c'est quoi les étapes. Numéro 1, vers quel âge? Je commence ça, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Numéro 2, ça, tu sais, c'est tout fait. Vous avez toute une... écoute, je sais pas il y a combien de pages, mais tous les produits, ils l'ont fait la recherche pour vous. Il y en a toute la protéine de bovine, de la protéine de lait où il y en a pas. Elle est toute faite, cette recherche-là. Ça, c'est des petits outils, là, pour moi, qui sont, quand on est dans une situation comme ça vaut la peine parce que ça vous permet de vous enlever cette charge mentale-là. Des fois, faut que je trouve un pain, faut que je trouve, on l'a déjà toute faite pour vous. Mais comme je vous dis, là, faut faire la distinction toujours, le sans lactose versus le sans protéines bovines, c'est pas du tout la même chose. Mais pour le sans lactose, c'est pas compliqué en tant que tel parce que il y a tous les produits maintenant qui existent sans lactose. Oui, puis je tiens à ajouter que ce e-book Maman Pia a également un code promo. Oui, c'est vrai. Maman S10 pour avoir, je crois que c'est 10 de rabais, faudrait que je m'assure, mais il est sur le blog. Donc, il est sur le blog dans la section nutrition. Donc, exactement. Merci pour ta question. Bon, oh mon Dieu. Que faire, Mélissa, que faire quand les bébés jettent de la nourriture par terre? Bon, il faut que vous vous souveniez d'abord et avant tout, puis ça, je le répète, là, encore une fois, que votre enfant ait 6 mois, 8 mois, 4 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans. Votre job de parent, là, c'est d'offrir un environnement qui est agréable et positif. Donc, tombez pas dans le, tu sais, on avertit, mais on est en train de lui apprendre à se comporter à table. Mais on s'entend que souvent, il y a une phase où l'enfant va juste être rendu à tout lancer ce qu'on lui offre. Vous lui donnez un jouet, que vous lui donnez une cuillère, que vous lui donnez une banane, c'est son fun, c'est de le lancer. Bon, on essaie de pas encourager ça. S'il y a d'autres enfants, ben on essaie justement de leur dire, ben là, fais pas ça parce que tu vois bien que, tu sais, mais toujours dans la bienveillance et dans le plaisir. Là. On est en train, comme je dis, d'apprendre à bébé à se tenir à table puis qu'on lance pas la nourriture. Il va finir par le comprendre. Ça peut, par contre, des fois être juste un signe aussi que bébé n'a plus faim. Donc là, tu sais, usez de vos astuces aussi, de votre intuition de parent. Là. Mettez-en moins sur la tablette. Puis, à un moment donné, c'est sûr que s'il y a trop de stock, puis que l'enfant, ben, à un moment donné, là, oui, il a faim, mais à un moment donné, il y a aussi, je peux jouer. S'il y a moins de jouets, ben, ça lui permet que ce qui est là, il va se nourrir avec. Mais des fois, ça peut être un signe que bébé a pu le goût de manger, mais ça fait partie de son développement aussi, d'apprendre à se tenir à table, c'est-à-dire on ne crache pas, mais là, bébé de 8 mois, là, comme je vous disais, dans le côté développement des compétences, il est en train là, d'apprendre ça. Fait que, moi, ce que je veux surtout, c'est que ça reste le plus positif. Commencez pas à chicaner bébé, puis crier après l'enfant, puis non, jette pas ça, puis non, c'est pas ça, là. Vous voulez quand même que ce moment-là reste agréable, c'est normal. Comme je disais, on va lui apprendre, on va se mettre une grande nappe en dessous, fait qu'il y a moins de dégâts, fait que pour nous, c'est moins grave, mais en même temps, on n'est pas obligé de bon, il lance, c'est drôle. Non, il faut aussi que je lui apprenne que c'est un comportement qu'on ne fait pas à table quand même, mais on lui laisse le temps quand même de s'adapter à ça. On oublie que c'est un apprentissage. C'est comme... Tellement. Puis, tout le monde dort, tout le monde mange, mais on oublie qu'il y a tout un apprentissage autour de ça. Puis tu l'as dit, l'apprentissage, tu sais, là, tu parles de sommeil, mais c'est la même chose, là. Tu sais, on n'est pas complètement, oui, je l'ai ma fonction, mais je vais apprendre et je vais développer mes compétences. Puis s'il y en a des fois qui dans leur, puis des fois on le voit dans des émissions ou dans aux nouvelles ou quoi que ce soit, mais si vous avez des gens dans votre entourage qui ont eu des fois des gros accidents ou certaines maladies ou peu importe, et qui ont dû réapprendre à manger, ben demandez-leur à quel point c'est difficile comme apprentissage. Pour nous, voyons, c'est normal, c'est facile. Mais non, là, apprendre à se nourrir, c'est un apprentissage qui va se faire, comme je vous disais, là, tout au long de l'enfance puis de l'adolescence de l'enfant. Fait qu'il faut aussi lui apprendre puis de pas s'attendre à ce que, ben non, c'est un enfant, il est en apprentissage, je vais lui apprendre. Donc, c'est ça votre job, c'est d'être là, je suis à côté, mais j'apprends à te faire confiance dans le développement de tes apprentissages quand même. Mais c'est pas facile, pareil. Mais non, c'est pas facile. À cause, justement, du fait qu'on pense que c'est né, tout le monde autour de nous mange, hein? Ouais. On n'a pas tendance à s'outiller puis à s'informer, puis on réalise que, oh, peut-être j'aurais dû une fois qu'on est en plein dedans. Donc, mais, tu as parlé aussi tantôt, juste pour revenir, de jeter par terre, de dire que, l'enfant, il avait probablement fini. Ouais. Mais juste là, y a-t-il un moment, un temps, tu sais,
mieux comme tu sais, on essaie de notre mieux d'offrir un horaire à l'enfant, de suivre un horaire juste pour nous être capable de sauver au travers cette journée au quotidien, mais tu sais, la durée d'un repas pour un enfant. Idéalement, moi, je vous dirais qu'un 20-30 minutes maximum. Là. Puis encore là, ça peut être très variable là, selon la journée de votre enfant, selon l'âge aussi de l'enfant. Là. Mais encore une fois, gardez en tête qu'il faut que ce soit le plus agréable possible. À partir du moment où un bébé se met à gricher, à pleurer, le repas est terminé. Parce que là, pour lui, ça va devenir une expérience négative. Il n'y a plus de plaisir. Un bébé qui s'endort, c'est fini. Même s'il n'a pas fini de manger ce qu'il avait à manger, c'est terminé. Je vais me reprendre au prochain repas. Il ne va pas mourir de faim, inquiétez-vous pas. S'il avait encore faim, tu sais, je veux dire, il ne serait pas dans cet état-là nécessairement. Et c'est hyper important aussi avant le repas. Puis en fait, c'est la première compétence qu'un enfant va apprendre à développer. C'est apprendre à être calme et connecté à l'heure des repas. C'est important justement que l'enfant ne débute pas, commence pas à manger quand il est en crise, ne commence pas à manger quand il est très endormi, on veut qu'il soit là, puis s'il peut être connecté et calme pendant 10 minutes, 15 minutes, ben ce sera le temps que j'ai eu. Mais c'est hyper important ce point-là parce que sinon, un enfant qui n'est pas connecté, un enfant qui est irrité, c'est un enfant qui va tranquillement se déconnecter aussi. Donc, je veux dire, oui, on lui fait confiance qu'il a faim ou qu'il n'a pas faim, mais si l'enfant est très irritable, si l'enfant, justement, est très agité, rendu au repas, puis qu'on le voit qu'il n'a pas de plaisir, ben lui-même, il ne sera pas capable de reconnaître s'il a faim ou s'il n'a pas faim. Donc, tranquillement, on vient de brouiller un petit peu, fait que c'est important, ce petit moment de pause-là. Si jamais il y a une crise avant un repas, on prend bien le temps de gérer la crise avant d'installer l'enfant aussi. Installez pas l'enfant une demi-heure après le repas, avant le repas, en fait, non plus dans sa chaise haute. Oui, je sais que c'est pratique, là, des fois, sauf que lui, il associe chaise haute et repas. Donc, si le fait que je l'installe dans sa chaise haute, il fait OK, mais là, nourris-moi. Puis là, on fait non, mais là, c'est parce que non, mettez-les ailleurs, mettez-les dans un autre endroit qui n'est pas associé avec si vous voulez qu'il se promène pas partout, là, parce que souvent, c'est le côté pourquoi est-ce que je le mets là? Ben, c'est pour oui, mais si c'est trop long, il peut devenir irritable et ça peut rendre votre moment du repas aussi très chaotique. Et comme je vous disais, ce ne sera pas une expérience positive. Donc là, tranquillement, ça vient jouer aussi dans les apprentissages de bébés et des enfants. Donc, c'est la même chose pour les plus vieux. On gère la crise avant de les installer à table. C'est bon que tu dis ça, puis tu sais, j'aimerais revenir sur ton point où est-ce que tu as dit, il faut qu'il soit présent ou tu sais, connecté. Connecté. Puis, tu sais, je me souviens que moi, je pense que j'ai été élevée dans un environnement très sain et pédagogue et tout, le tout, mais on dirait qu'on a été élevé par « Wow! Regarde! L'avion va rentrer! » ou tu sais, de faire jouer comme un jouet ou quelque chose. Ouais, il faut l'interagir, là. Ouais. Tu sais, quand il réalise, on lui met la cuillère. Selon moi, c'est pas être connecté avec l'enfant. Est-il vraiment conscient que c'est l'heure du repas, il faut manger? De la même lignée que mettre un enfant peut-être devant la télévision, je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben oui. Mais donc, explique-nous le pourquoi c'est important d'être connecté. Oui, bien en fait, puis encore là, peu importe les âges, c'est toujours dans une optique que je vous expliquais tantôt qu'on est tous avec la capacité de réguler nos apports. Par contre, si je n'apprends pas à être calme et connecté à l'heure des repas, puis c'est la même chose rendu adulte, là, si vous êtes toujours en train de manger sur le coin d'une table, vous n'êtes pas calme et connecté. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne serez pas, vous allez avoir plus de difficultés à réguler vos apports alimentaires par rapport à votre faim, votre appétit et votre satisfaction. Et ça, tranquillement, ça peut avoir un impact sur vos habitudes de vie, sur votre santé, sur la croissance des enfants. Donc, quand on parle de connecter, moi, je veux dire, si l'enfant, là, le fait que je fais l'avion pour y amener dans la bouche, il rouvre la bouche, il trouve ça drôle, let's go, on a du fun, c'est agréable, il n'y en a pas de problème. Par contre, si je suis obligée de faire une pièce de théâtre, mais que l'enfant est en crise, votre pièce de théâtre, elle ne sert à rien. Oui, c'est peut-être l'heure de manger. C'était ma fenêtre pour le nourrir, mais là, lui, présentement, sa fenêtre pour le nourrir n'est pas bonne. Et n'oubliez pas, comme je vous dis, jusqu'à 8-9 mois, le lait couvre encore une bonne partie des besoins. Donc, il n'est même pas supposé de manger 3 repas par jour dès le départ, là. Vous pouvez vous essayer 3 fois par jour si vous voulez, mais il ne va pas nécessairement manger et être justement connecté. C'est à partir de 12 mois où, comme je vous disais, on essaie que l'enfant, là, tranquille, on essaie de lui donner une routine.
oui, on va lui donner une routine. Quand on a 2 bébés, c'est encore plus important des fois pour notre santé mentale. Mais il faut pas que le fait d'établir cette routine-là vienne à l'encontre des besoins et du rythme de bébé. Donc, on va essayer tranquillement de l'amener vers ça, mais c'est à partir de 12 mois où bébé, peut-être qu'à midi, il va manger, puis peut-être que lui, c'est plus 11h30 midi, puis il y en a d'autres que... Mais il y en a d'autres, des fois, où il dort, ben vous le réveillerez pas pour manger nécessairement à ce moment-là, parce que vous avez d'autres fenêtres où vous allez pouvoir le nourrir, mais on veut quand même... Je veux pas commencer à venir... carencer un autre besoin parce que, ah ben là, je ne donnerai pas à dîner, il faut qu'il aille dormir. Ouais, mais là, il faut qu'il mange, mais là, il faut qu'il dorme. Ben, tu sais, à un moment donné, là, c'est là qu'il faut apprendre justement quand même que jusqu'à 12 mois, puis je dirais peut-être plus jusqu'à 9 mois, bébé est encore pas mal responsable de son rythme. À partir de 9 mois, c'est là que je vous disais que souvent, on voit, là, ben, il commence tranquillement là, à s'établir. Souvent, à 12 mois, il commence la garderie ou, tu sais, là, leur structure repas-collation ressemble beaucoup plus à nous, mais dès les premières fois qu'on commence à nourrir bébé, le lait, il est là. Donc, c'est pour ça que on veut que l'enfant soit connecté. On parlait de la télévision. Il faut aussi pas se mettre cette pression-là de dire « Ah, moi, mon enfant ne mangera jamais devant la télévision », surtout pas pour les parents de jumeaux, parce qu'à un moment donné, là, en gérer 2, ça se peut. Par contre, moi, ce qui est très important, moi, là, que les enfants mangent devant un pas de patrouille le matin, je vous dirais que ça va dépendre de la réalité, puis je veux vraiment venir, mais moi, là, un repas en famille, moi, c'est important que si vous êtes les 4, les 5, les 8 assis à la table, je veux pas qu'il y ait la télévision d'un bord parce que papa écoute les nouvelles puis que les enfants sont chacun sur leur tablette puis qu'il y a personne qui se parle. Ça, pour moi, c'est bien pire que ce que vous allez avoir mis dans l'assiette de vos enfants parce que vous n'êtes pas connectés. Et cette connexion-là que votre enfant développe avec vous, elle commence dès les premières bouchées. Fait que, tu sais, faire l'avion, ben, je suis en train de développer ce lien d'attachement-là, cette connexion-là avec mon enfant, c'est parfait. Mais comme je vous dis, si le but de faire l'avion, c'est pour forcer mon enfant à manger parce qu'il faut qu'il mange, ça marche pas. Votre enfant, s'il a faim, il va se laisser nourrir, mais s'il n'est pas dans un bon état, ça sert à rien. On va l'essayer une autre fois quand il va être calme. Donc, c'est important. Cette connexion-là, il faut que l'enfant soit calme, puis ayez pas peur des fois de faire, ben regarde, là, dîner à midi, ça sert à rien, là. On va le sortir de là, parce que là, c'est pas le bon moment. Il boira au pire un petit peu plus de lait tantôt, là. Lui, il va réguler. Il n'y en aura pas de problème, il va apprendre à réguler ses affaires, puis là, puis vous venez pas de faire une chose terrible, là. Il va se renourrir plus tard, puis l'autre journée. Puis, tu sais, pour moi, c'est toujours chaque repas, chaque journée, chaque collation même est une possibilité d'exposer bébé. Puis dans le 6 à 12 mois, c'est cette exposition-là qu'on veut vraiment venir optimiser le plus possible pour me dire, ben, à 12 mois, je veux que son horaire ressemble à la nôtre. Pas à 7 mois, pas à 8 mois. Je veux qu'à 12 mois, je l'ai amené là, mais je vais respecter son rythme. Il y en a que dès 8 mois, ils ont déjà un bel horaire. Ça se passe bien, il n'y en a pas de problème. Mais il y en a d'autres que c'est un petit peu plus tard. Ben, c'est important, justement, de respecter ça aussi et de continuer à les exposer quand même, mais vraiment de garder en tête, je veux un bébé qui est calme, je veux un bébé qui est connecté, je veux un bébé pour qui le moment du repas va être agréable parce que c'est ce qui lui permet de développer sa relation avec la nourriture aussi dès les premières bouchées. Tu sais, je pense à moi aussi, là, quand on regarde un film, ton sac de popcorn, tu le finis-tu assez vite? Et voilà. Oui. Fait que, tu sais, j'aime penser à ça. Tu sais, moi aussi, j'ai déjà mis mes filles par des circonstances, tu sais, devant la télé. Mais ça me revient en tête, tu sais, quand j'allais voir des films, là, dans le temps, là, qu'on n'avait pas... mon sac de popcorn était fini avant dans les previews, avant qu'on le commence. Fait que j'essaie de garder ça en tête. Oui, puis en même temps, quand on dit ça, là, c'est important de ne pas vous mettre la pression, de dire « Moi, mon enfant ne mangera jamais ». Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Par contre, si l'unique réalité que votre enfant vit au repas, c'est de toujours avoir un écran parce que mais quand il est devant son écran, il mange, non. Votre objectif, c'est pas qu'il mange. Votre objectif, c'est qu'il soit connecté, c'est qu'il développe. Donc, c'est là que... puis nous aussi, là, comme adultes, tu l'as dit, c'est vrai, quand je mange devant la télé, mais juste d'en prendre conscience. Ouais. Puis après ça, il y a moyen quand même de rester à l'écoute de nos signaux, même si je suis pas 100% connectée 100% du temps. Mais il faut comprendre que quand on l'explique, ben c'est vrai. Je veux dire, si mon bébé est agité, si mon enfant est en crise, si mon enfant est fatigué, l'heure du repas est pas agréable, mon enfant n'est pas connecté, ben là, à un moment donné, c'est là que je vous dis, ben lâchez prise, puis travaillez à offrir une ambiance qui va être agréable dans les circonstances qu'on a là. Puis chaque repas, chaque collation est une occasion nouvelle pour offrir une ambiance qui va être agréable.
Parfait, merci. Passons à une autre question un peu plus technique, là. Technique. Tu vas comprendre. Il y a tellement de chaises sur le marché. Il y en a tellement, tellement, tellement. Puis on sait comme pas. Il y en a en tissu, il y en a, il y en a des autres. Il y a tellement de chaises. On sait quelle est la chaise idéale là, pour un enfant qui va commencer l'introduction à ça? En fait, tu sais, chaise idéale, il faut toujours voir toutes les réalités de chaque personne. Il ne faut pas oublier le côté budgétaire, bien entendu. Moi, je vais vous dire surtout les chaises qu'on ne veut pas qu'un enfant mange dedans. Bumbo, ce n'est pas adapté parce que l'enfant ne sera pas... puis souvent, les enfants, en fait, le Bumbo les tient, mais c'est pas l'enfant qui se tient. Donc, on nourrit pas un enfant dans un Bumbo, on nourrit pas un enfant dans sa coquille, on nourrit pas un enfant dans les chaises... les chaises dans les... Ouais, les genres de chaises vibrantes non plus. Dans les signes qu'un enfant est prêt à manger, là, ben, il y a le fait qu'il est capable de se tenir assis par lui-même. Donc, on veut une chaise qui va lui permettre justement d'être bien à côté, de pouvoir, tu sais, d'avoir, de pas tomber. En même temps, s'il est toujours en train de tomber, c'est un autre signe des fois qu'il est peut-être pas prêt à manger parce qu'il n'a pas encore le tonus pour se tenir par lui-même. Moi, j'ai toujours un gros coup de cœur pour les chaises évolutives. Parce que ils vont être plus dispendieuses, bien entendu, mais ces chaises-là, l'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils vont suivre bébé et l'enfant, en fait, là, quand même assez vieux. Et parce que quand ils vont grandir là, dans le 12, 24, 36 mois, même plus vieux que ça, des fois, vous allez avoir des petits gigoteux à table. Puis des fois, les petits gigoteux à table, ben ils gigotent parce qu'ils sont juste pas bien assis. Et la chaise évolutive permet vraiment de venir adapter autant la hauteur, et ça leur permet d'avoir le repose-pied. Et le repose-pied aussi, il est essentiel pour que l'enfant soit bien soutenu. Mais sinon, les chaises, tu sais, moi, je me souviens, on avait juste c'était pas des chaises hautes, parce que ça, quand t'en as 2 ou 3, ça prend de la place dans une cuisine. Donc, nous, c'était juste les genres de chaises hautes, mais en chaise, là, que tu mets sur tes chaises de cuisine. Les petits boosters, je pense. Exactement, petits boosters. Au début, nous, il y avait le truc de tissu. Très rapidement, le truc de tissu a pris le bord parce que ça se lave bien mieux. C'est du plastique. Là. Après ça, tu enlèves l'enfant de là, tu vas mettre l'enfant dans le bain puis tu nettoies ça. Le tissu, sinon, il est sale tout le temps. Donc, tu sais, c'est de trouver la chaise pour vous, mais comme je vous dis, ce qui est important, c'est qu'il soit assis dans une chaise, qu'il soit assis dans la cuisine. Donc, on nourrit pas bébé un peu. Tu sais, là, si vous êtes, ben, on est encore là en confinement, on se promène moins, là. Tu sais, si vous donnez un repas à un moment donné parce que vous êtes parti au parc puis il était assis dans sa coquille, c'est pas grave, là. Mais à la maison, vous voulez une chaise. Puis comme je vous dis, les chaises évolutives, l'avantage, elle est vraiment là parce qu'elle permet aux enfants, après ça, quand ils vont continuer de grandir, d'avoir encore là un moment agréable à table. Parce qu'un enfant qui est toujours en train de gigoter, c'est un enfant que même nous, comme parents, il va commencer à nous taper un peu. On fait arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Fait que là, nous, ça peut venir jouer sur notre patience. Oui, notre patience à table, donc ça peut venir nuire à l'ambiance à table aussi. Fait que juste de dire, ben il y a une chaise, il est bien assis, c'est toujours, c'est un autre point positif là pour avoir un repas agréable. Mélissa, tu sais, là, je pense à nous, notre situation. Nos jumelles ont 21 mois aujourd'hui. Puis, j'essaie d'être à l'écoute. Tu sais, nous, on leur a appris quelques mots en langue signée. Donc, très bien quand qui veulent plus, ils en ont more ou all done. Donc, j'essaie d'écouter leurs signaux, j'essaie de leur faire confiance. Mais ça arrive des fois qu'on mange en famille, que là, ça fait même pas 3 minutes que le repas est commencé, ou peut-être 10 minutes pour eux, qui ont fini, qui me le disent, OK, mais moi et papa, on n'a pas fini. Donc, quand t'approches là, OK, bon, les bébés ont fini, puis là, ils peuvent aller jouer, mais là, ils sont comme, tu sais, ils nous regardent, puis là, ils me disent qu'ils en veulent plus, ils veulent venir sur nous. Donc, comment t'approches? Là, encore là, à l'âge que tes filles ont, on est encore en train de leur apprendre, comme je vous disais un petit peu, là, cette routine-là. Puis je l'explique souvent aux parents quand je dis, tu sais, c'est important que vous discutiez avec vos enfants à table, vous en profitez pour connecter. On est quand même très réaliste. On le sait, là, que le 12 à 36 mois, tout dépendant des enfants, la communication à table, elle est limitée. Avec le langage, comme tu disais, le langage signé, c'est ce qui est le fun parce qu'au moins, ils sont capables, comme tu dis, j'en veux plus, j'en veux moins. Encore là, je vous dirais que d'expérience, je veux dire, ton expérience. Tu sais, si tu vois, c'est vrai qu'après 10 minutes, ils vont demander de descendre, mais qu'après ça, ils viennent, tu sais, toujours pour que nous, on leur en donne d'autres, ben, on veut quand même leur apprendre que s'ils veulent manger,
c'est assis à la chaise haute. Donc, si au pire, tu l'enlèves parce qu'elle t'a dit, moi, j'avais terminé, mais qu'après ça, elle vient te voir puis qu'elle réclame de la nourriture, ben tu pourrais faire, OK, il n'y a pas de problème, et je la reprends et je la remets dans sa chaise haute pour qu'elle apprenne que, ben quand c'est le temps de manger, tu es assis là. Encore une fois, je veux dire, ça va arriver une fois de temps en temps, tu vas peut-être décider de l'asseoir sur toi, mais en même temps, c'est que si j'en fais une habitude, ben l'enfant peut devenir aussi à un moment donné, ben c'est le fun de manger assis sur ma maman. Puis là, toi, tu n'as plus de fun à manger non plus. Faut pas l'oublier, là. Vous-même, comme parents aussi, c'est là que je dis toujours, il n'y a pas de formule unique, il faut que vous trouviez votre propre formule. Il faut que vous fassiez confiance comme parents aussi, pas que vous dites, ah, c'est pas bon, elle a dit qu'il fallait pas que je l'assoie sur moi. Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si vous vous rendez compte que là, ça devient une nouvelle réalité parce qu'ils le font tout le temps, ben comme je vous dis, vous me dites que vous avez terminé, parfait, je vais vous enlever, mais si tu reviens, ben je vais te prendre, je vais te réasseoir, puis je vais te l'offrir. Si à ce moment-là, ben c'est non, puis c'est la crise, ben parfait, je te réenlève, puis tu sais, fait que tranquillement, ils vont apprendre, puis à un moment donné, c'est ce qui va faire, comme vous dites, que mais il n'y a pas de problème des fois à dire, ben regarde, là, je le sais, ils ont fini, je vais les enlever, puis nous, ça va nous permettre comme parents de finir notre repas. Ça, là, c'est très acceptable. Puis comme je vous dis, le côté communication devient plus évolutif quand l'enfant se met à parler aussi. Là. Donc, tu sais, de ne pas vous mettre cette pression-là qu'il faut absolument que vous soyez assis tous 30 minutes. Si à partir de 15 minutes, c'est le chaos parce que les enfants veulent descendre, puis vous dites non, nous, on n'a pas fini, il faut qu'ils restent assis là. Choisissez vos combats aussi à un moment donné. Là. Puis pour vous aussi, c'est important que vous ayez un moment agréable quand vient le temps de manger. Puis des fois, c'est comme ça que ça devient agréable. C'est de dire, ben, on passe 15 minutes ensemble, eux, ils ont mangé, ils nous disent qu'ils ont fini, mais après ça, ils sont capables. Et l'avantage d'avoir des jumeaux, ils peuvent aller jouer ensemble. Et voilà! C'est les avantages, parce que si on en a juste un, là, ils viennent nous achaler. Mais à deux, souvent, ils ont pris déjà l'habitude de s'amuser ensemble. On les a quand même à vue, on les voit. Mais nous, ça nous permet de pouvoir finir notre repas puis de rester connectés pendant ce moment-là. Ben oui. En fait, tu sais, quand on commence, là, tu sais, on a passé les 6 premiers mois à savoir est-ce que mon enfant boit assez, soit au sein, soit au biberon. Et ensuite, à partir de 6 mois, ben c'est encore ça, sauf que c'est différent. Là, c'est est-ce qu'on donne la nourriture avant ou après le boire? Oui, oui. En fait, dans les premières semaines, même le premier mois, je vous dirais que les boires vont rester sensiblement les mêmes. Encore là, tout dépendant de l'évolution de bébé dans son alimentation, souvent à partir de 8-9 mois, on va dire, tu sais, là, vous pouvez commencer à offrir la nourriture et les boire par la suite. Par contre, et un gros astérix ici, rappelez-vous qu'un enfant affamé ne sera pas connecté. Quand je vous parlais qu'un enfant qui est affamé, ce ne sera pas un enfant qui va être calme et connecté au repas. Donc, il y a certains enfants, ben, pensez-y, là, vous-même comme adulte, si vous avez faim, le repas, il a besoin d'être là, puis il a besoin d'être bon, puis c'est mieux d'être que ce que moi je veux manger parce que j'ai faim là. Puis moi, je suis pas capable. Moi, je suis hungry, là. Tu sais, genre, oui, c'est ça. Oui, oui. Vous demanderez à mon mari. Moi, je suis pas capable. Tu m'en prends quelque chose, j'ai faim, je t'écoute pas. Non, ben c'est ça. C'est ça. On a dit plutôt que l'alimentation, les introductions solides, c'est un apprentissage. Ben, si la famille, il n'est pas connecté pour... Ben, il n'est pas du tout connecté. Puis il y a aussi, comme je te dis, que toi-même, si tu as extrêmement faim, puis que je t'arrive avec un aliment inconnu, parce que c'est ça qui arrive, je veux pas, là, dans les premiers mois d'introduction, il y a beaucoup d'aliments que l'enfant, là, il connaît pas nécessairement. Pour lui, le lait est réconfortant, mais le reste, là, il est en train de toutes les reconnaître, là, puis d'apprendre à les connaître, en fait. Donc, c'est un enfant qui va être beaucoup moins ouvert à la... Puis ça, c'est bon à tous les âges, là. Beaucoup moins ouvert à la découverte. Il va être, comme je vous disais, beaucoup plus irritable. Il ne sera pas connecté. Donc, souvent, c'est un enfant qui va peut-être rien manger complètement. Là, c'est rare. Souvent, c'est plus des enfants qui vont peut-être pas manger. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être, au contraire, se mettre à manger beaucoup plus que ce qu'ils ont réellement besoin parce qu'ils sont trop affamés et, justement, j'ai trop attendu pour les nourrir. Donc, c'est important, vous, comme parents, d'apprendre aussi. Tu sais, quand on parlait je veux apprendre à mon enfant à arriver calme et connecté au repas, ben votre job de parent, c'est de vous assurer des fois de ne pas le laisser se rendre jusqu'au bout. Même dans l'offre des boires, dans l'offre, vous connaissez des fois vos enfants, fait que des fois, de faire, ah, mais c'est vrai que là, d'habitude, de reconnaître les pré-signaux. C'est pas toujours facile, là, j'en suis tout à fait consciente, mais des fois, de reconnaître des petites choses qui font, ah, ben là, c'est vrai, il va dire boire. Pas nécessairement toujours attendre que ce soit notre monde qui nous dise que là, c'est l'heure de le mettre au sein ou c'est l'heure de lui donner son biberon. Ça va être la même chose pour les repas aussi, justement, parce que, comme j'expliquais, là, un enfant qui va être très affamé, fait que des fois, on va dire, il y en a qui vont continuer à toujours avoir un petit peu de lait avant le repas, mais ce qui fait qu'ils sont plus ouverts au repas. Puis après ça, ben, on complète, puis on donne le restant du biberon après. Donc, premier mois,
les boires ne changent pas beaucoup. L'horaire des boires va rester sensiblement le même à partir de 8-9 mois, selon toujours chaque bébé. Là, c'est là que souvent on va voir un petit switch entre alimentation et biberon. C'est là qu'on voit que le volume du lait peut tranquillement commencer à diminuer. La fréquence des boires aussi va commencer à diminuer. Puis c'est là que, comme je disais, l'alimentation peut venir avant le lait, mais bien entendu, il faut toujours s'adapter à nos bébés. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Je sais que tu as été très, très, très présente et tu as beaucoup collaboré pour Maman Pieuvre. Tu as d'ailleurs pris toute une section là, sur l'alimentation dans la grossesse, l'alimentation de l'allaitement. Donc, à voir sur notre blog mamanpieuvre.com, maman au pluriel, pieuvre au pluriel.com. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait… Premièrement, l'atelier va être le 28 avril. C'est un atelier payant. Par contre, tu vas nous offrir un rabais. Oui, il y a un code promo aussi, Maman Pieuvre, Maman S, Pieuvre S10, pour avoir aussi 10% sur l'atelier. L'atelier est offert en ligne. Si vous pouvez pas être présente à la date et au moment, en fait, là où on offre l'atelier, moi, j'envoie toujours l'enregistrement, toute la documentation que je parle aussi pendant l'atelier, j'envoie tout ça. Je reste aussi disponible toujours par la suite pour toutes les questions. Il y a un rabais aussi sur les consultations pour les gens qui vont avoir assisté à cet atelier-là. En fait, vous allez avoir un pourcentage de rabais aussi de 10% sur les consultations par la suite si des fois vous avez besoin. Et comme on expliquait, cet atelier-là, c'est un atelier où je viens vraiment présenter le concept global de l'introduction des aliments complémentaires, où je vous explique la méthode traditionnelle, la méthode DME, c'est quoi la distinction vraiment entre les deux. Je peux-tu faire les deux? Je peux-tu pas faire les deux? C'est d'essayer de répondre le plus possible à vos questions. C'est sûr que le gros avantage en étant en direct, c'est que je peux répondre à vos questions en direct, mais si vous n'êtes pas en direct, comme je vous disais, c'est pas plus grave. Vous me dites, hey, je viens d'écouter l'atelier, là, puis là, j'avais d'autres questions, ben vous m'envoyez vos questions, puis comme je vous dis, à ce moment-là, des fois, tout dépendant toujours les questions, des fois, ça se fait vite par courriel. Si c'est nécessaire de plus de temps, ben là, oui, j'offre à ce moment-là le service de consultation. Et ne pas oublier cet atelier-là. Moi, je suis diététiste nutritionniste. Il est remboursable par les assurances. Donc, si vous avez une assurance privée qui couvre les frais des diététistes, ben je vous envoie, en fait, la facture fait office de reçu et vous pouvez justement vous faire rembourser. Donc, ça, c'est toujours un autre petit plus aussi très gagnant. Là. Mais sur ce, je vous remercie. Si jamais encore là, vous avez des questions, des préoccupations, je vous invite à aller voir la page Facebook et le site Internet de Mélissa Larivière qui est J'aime Love Nutrition. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et sur ce… Bon après-midi! Oui! Bye bye! Bye!